Bonjour à tous, bienvenue dans cette 50e et dernière leçon d'analyse technique. Alors je suis ravi d'arriver à cette 50e et dernière leçon. Pourquoi? Parce qu'il m'aura fallu 2 ans pour créer ces vidéos donc de formation en analyse technique, en tout cas d'introduction à l'analyse technique. Alors dans cette vidéo, je vais me focaliser sur la théorie de Dow qui nous vient de Charles Dow, comme on va le voir ensuite, qui est le père fondateur de l'analyse technique occidentale. Donc je vais vous présenter cette théorie que j'ai classée dans les indicateurs techniques. Pourquoi? Tout simplement parce que cette théorie a été développée entre 1900 et 1902 et qu'à l'époque on n'avait pas d'indicateurs techniques et donc on pouvait utiliser cette théorie à la place des indicateurs techniques. Donc je vais vous présenter cette théorie et comme vous allez le voir, cette théorie est très pratique pour déterminer si le marché est en tendance haussière, en tendance neutre ou en tendance baissière. La théorie de Dow nous vient de quelqu'un qui s'appelle Charles Dow, ou en français Charles Dow, qui est le père fondateur de l'analyse technique occidentale. Alors il est également le cofondateur du premier indice boursier américain, le Dow Jones Industrial Average, créé donc en 1884, et il est également le cofondateur du Wall Street Journal, créé en 1889. Il est surtout, et c'est ce qui nous intéresse maintenant, l'auteur de la théorie de Dow que je vais exposer maintenant. Alors la théorie de Dow stipule que les marchés financiers évoluent au gré de plusieurs tendances qui s'imbriquent les unes dans les autres. Cette théorie a été formulée au travers de 255 articles écrits par Charles Dow et donc publiés entre 1900 et 1902 dans le Wall Street Journal. Les travaux de Dow ont été repris et publiés par William Peter Hamilton dans le livre The Stock Market Barometer, donc publié en 1922. La théorie de Dow a ensuite été pleinement développée par quelqu'un qui s'appelle Robert Rea dans le livre The Dow Theory, donc la théorie de Dow, en 1932. Alors, ce que je vais commencer par faire, c'est vous présenter une tendance haussière et une tendance baissière selon la théorie de Dow. Donc, selon cette théorie, en tendance haussière, on a une succession de creux et de sommets ascendants. Donc, on a des plus bas de plus en plus hauts et des points hauts de plus en plus hauts. En tendance baissière, c'est l'inverse, on a une succession de sommets et de creux descendants, ça veut dire qu'on a des points bas de plus en plus bas et des points hauts de plus en plus bas également. Alors, en ce qui concerne le passage d'une tendance baissière à une tendance neutre, selon la théorie de Dow, on observe ce phénomène, c'est-à-dire qu'on a des points bas de plus en plus bas, avec une évolution successive de points bas et de points hauts, donc point bas, point haut, point bas, point haut, point bas, point haut, point bas, point haut, et puis ensuite on a un point bas qui est plus haut que le dernier point bas, et puis surtout on a une cassure du dernier point haut, donc un plus haut qui est plus haut que l'ancien plus haut, et donc à partir de ce moment-là, à partir du moment où on a une cassure du dernier point haut, la tendance devient neutre. Alors la tendance ne redevient haussière qu'au moment où celle-ci, ou en tout cas au moment où le cours de bourse revient en arrière et fait un point bas plus haut que le dernier point bas. Pourquoi? Tout simplement parce que selon la théorie de Dow, on est en tendance haussière lorsqu'on a des points hauts de plus en plus hauts, c'est bien le cas ici, et également lorsqu'on a des points bas de plus en plus hauts, donc il faut que le point bas suivant ici soit plus haut que ce premier point bas. Alors, la théorie de Dow contient 6 principes et je vais donc vous les exposer un à un avec des exemples. Alors, on va commencer avec le premier principe. Le premier principe stipule que le prix intègre à chaque instant l'ensemble de l'information disponible, à l'exception des actes divins. Alors, les actes divins font référence aux catastrophes naturelles et autres événements imprévisibles. Je vais vous montrer quelques exemples maintenant. Alors, je vous ai mis ici un premier exemple. Donc, on est à Fukushima. Le 11 mars 2011, on a un tremblement de terre avec un tsunami et un accident nucléaire. Et donc je vous ai mis une flèche ici pour vous indiquer le chandelier ici concerné qui nous intéresse. On est en unité de temps mensuelle et on voit ici que le Nikkei 225, donc l'indice japonais, l'indice principal japonais, perd quasiment 23% lors du mois de mars 2011. Donc ce que nous dit Dow, c'est que les actes divins, eux, ne sont pas prévisibles. Et donc quand on a un acte divin, c'est-à-dire une catastrophe naturelle ou un événement imprévisible de ce type, on a un marché qui réagit extrêmement brutalement. Et donc on a potentiellement un décrochage des cours pendant un certain temps. C'est l'exemple que je vous ai mis ici sur le Nikkei 225. Alors l'élément important à prendre en compte lorsqu'on a des actes divins, c'est justement que le marché n'a pas anticipé cet événement et donc le marché a besoin de temps pour réajuster ses prévisions
et donc réajuster éventuellement ses valorisations, ses niveaux de valorisation. Et donc généralement ce qui se passe, c'est que le marché vend, en tout cas les opérateurs vendent, et puis ensuite après réflexion reviennent sur le marché. Et donc ce qui se passe généralement, c'est qu'on n'est généralement pas loin des points bas lorsqu'on est sur ce genre d'événement, c'est-à-dire lorsqu'on a un chandelier qui vient chercher des points bas très rapidement. Donc c'est le cas ici en mars 2011, on a une chute du marché japonais de 23%. Lorsque je tire un trait ici en bas de ce chandelier, on voit qu'on a une zone de support, on voit surtout que les cours reviennent tester cette zone donc en 2012 et puis que le marché repart de l'avant. Et donc ces actes divins ne sont généralement pas pricés, pas anticipés par le marché. Pourquoi? Parce que personne ne sait ce qui va se passer. C'est en particulier vrai dans les cas de catastrophes naturelles. Maintenant, généralement, ce qui se passe, c'est qu'on n'est pas loin d'un point bas à la fin de la période de réflexion des opérateurs. Et donc sur un accident comme celui de Fukushima, on a une baisse des cours pendant quelques semaines, un retest de la zone, donc de la zone de support des points bas un an plus tard, donc en 2012, et puis on a un marché qui repart de l'avant, et on va voir que c'est généralement ce qu'il se passe sur ce genre d'événement. Alors je vous ai mis un deuxième exemple, on est cette fois-ci à New York le 11 septembre 2001, vous savez tous ce qu'il s'est passé à cette date. On est déjà en tendance baissière sur le marché américain, on est ici sur le S&P 500 en unité de temps mensuel, et puis on a cet événement, donc imprévisible, avec des cours qui décrochent littéralement, puisque le marché vient de nouveau perdre 18%. Alors encore une fois, on voit que le point bas, si je trace ici une zone, donc une sorte de support, un trait horizontal, on voit qu'en fait le marché américain n'était pas très loin de son point bas. On voit que celui-ci rebondit très fortement après ce décrochage et puis revient tester cette zone donc début 2002. On travaille dans cette zone et puis le marché repart de l'avant. Alors je vous rappellerai que le point bas ici a été fait aux alentours des 800-900 points, donc sur l'indice S&P 500. Je vous rappelle qu'au moment où je tourne cette vidéo, le S&P 500 est plutôt aux alentours des 4600-4700 points. Donc encore une fois, à long terme, il est toujours bon de relativiser par rapport à ces mouvements de marché qui sont dus justement à des actes divins. En tout cas, c'est l'expression qui est utilisée par Charles Dow. Alors, je vous ai mis un deuxième exemple. On est cette fois-ci à Gênes, en Italie, le 14 août 2018. On regarde ici le titre Atlentia SPA, donc un titre coté à la bourse de Milan. Et donc, ce jour-là, on a un effondrement d'un pont autoroutier qui est géré par cette entreprise. Et donc on voit ici un décrochage du cours de bourse en deux temps, puisqu'ici on est en unité de temps journalière, avec une première forte baisse ici, donc le jour de l'effondrement, et puis une très forte baisse ensuite, le jour qui suit l'effondrement. On voit que le titre perd 31% de sa valeur, donc encore une fois un acte divin, un acte imprévisible. On voit encore une fois que le point bas de ce deuxième chandelier ici, donc de l'ensemble de ce mouvement baissier, en fait office de zone de support ici, avec un retest de cette zone pendant plusieurs mois, et puis les cours repartent de l'avant, et ce qu'on peut voir ici, c'est qu'un an plus tard, finalement, les cours sont revenus à leur niveau de départ, c'est-à-dire que le cours d'Atlentia cotait aux alentours de 25 €, on voit qu'un an plus tard, les cours cotent de nouveau aux alentours de 25 €. Donc encore une fois, on voit que les opérateurs n'ont pas pricé cet événement imprévisible. On voit surtout que généralement les opérateurs vendent sans réfléchir, et puis on voit qu'ensuite on a une réflexion qui est menée pour connaître la vraie valeur de l'entreprise au regard de l'événement, et donc généralement on a une réappréciation du titre ensuite. Bien entendu, comme vous pouvez le voir, cela prend des mois, et donc généralement il est bon de ne pas toucher à un titre pendant les premiers mois. Enfin, un quatrième exemple, un exemple qui a touché le monde entier, en particulier en février-mars 2021, donc on est ici sur l'indice S&P 500, et donc cet événement c'est tout simplement un confinement mondial. On a un marché américain qui a décroché ici de 35% en 2 mois, puisqu'on est en unité de temps mensuel, donc février-mars, un marché américain qui décroche en 2 mois et qui perd 35% de sa valeur. Encore une fois, on est sur un acte divin, un acte qui n'est pas pricé par le marché. Le marché met du temps à réévaluer la situation, et puis le marché repart de l'avant, c'est ce qu'on a ici en avril, mai, juin, et puis on a une très forte hausse ensuite des marchés, en partie guidée en tout cas par les interventions des banques centrales à travers le monde. Ceci étant, je vous ai mis 4 exemples ici, 4 exemples totalement différents, pour vous dire que les actes divins ne sont jamais pricés par le marché, mais que généralement le marché réévalue la situation. Alors il lui faut quelques temps pour le faire, et généralement s'ensuit un rebond relativement important. Alors le deuxième principe de la théorie de Dow, c'est que le marché a 3 tendances, donc une tendance primaire qui dure entre 1 an et plusieurs années,
une tendance secondaire qui dure entre 3 semaines et plusieurs mois, et puis une tendance mineure ou des tendances mineures qui durent moins de 6 séances selon la théorie de Dow. Donc le marché a 3 tendances, avec premièrement une tendance primaire, c'est la tendance de fond, qui dure entre 1 an et plusieurs années. C'est ce qu'on a ici sur le DAX, donc entre 2004 ici et 2007 ici, avec une tendance primaire ici, la tendance de fond, et puis une tendance secondaire ici, une tendance secondaire ici, une tendance secondaire ici et une tendance secondaire ici. Et donc on a une succession de tendances primaires et de tendances secondaires. Donc le marché est en tendance haussière, c'est ce que j'ai noté ici, avec une succession de corrections au fur et à mesure de la hausse des marchés. Alors Dow nous dit qu'on a également des tendances mineures qui durent moins de 6 séances. Là, sur ce graphique, on voit qu'on est en unité de temps hebdomadaire et donc on ne voit pas ces tendances mineures. En tout cas, elles ne sont pas visibles à l'œil nu puisqu'on est en fréquence hebdomadaire. Donc ici, on est bien en tendance haussière. En tendance haussière, pourquoi? Parce qu'on a des points hauts de plus en plus hauts, donc 1, 3, 5, 7, 9. Et puis on a des points bas de plus en plus hauts, donc 2, 4, 6, 8, 10. Alors on voit ici que le marché ne fait pas de nouveau plus haut, il bloque ici au niveau du point numéro 9. Le marché casse cette zone ici de support, donc ça veut dire que la tendance initiale est neutralisée. J'ai mis un trait ici vertical pour montrer qu'à partir de ce point, la tendance initiale est neutralisée, on est en tendance neutre. Et donc pour que la tendance neutre devienne une tendance baissière, il nous faut un nouveau point bas, plus bas que ce point-ci, donc que le point numéro 8. Donc c'est le cas ici. On a un nouveau plus bas, et puis on vient chercher un point haut qui est plus bas que le point haut qui est ici, et donc ici on est parti sur une tendance baissière avec un nouveau point bas ici, 3, 4, 5, 6, puis 7, et puis on recasse ici le dernier point haut qui est ici, et donc là ici on est à nouveau en tendance neutre dans cette zone. On voit ici qu'on fait un nouveau plus haut, donc on a un nouveau plus haut, et puis un point 2 ici qui est plus haut que le point bas qui est ici. Donc on a bien des points bas qui sont de plus en plus hauts et des points hauts qui sont de plus en plus hauts, et donc on est de nouveau en tendance haussière. Ça, c'est justement la théorie de Dow, et donc cette théorie nous permet de connaître la tendance de fond sur un marché ou sur un titre. Et vous voyez qu'en soi, ça sert d'indicateur technique. Alors, le troisième principe de la théorie de Dow, c'est que les tendances de long terme ont 3 phases, ou connaissent 3 phases. Une phase d'accumulation, une phase d'imitation et une phase de distribution en tendance haussière, et puis une phase de distribution, une phase d'imitation et une phase d'accumulation en tendance baissière. C'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Alors généralement, ce qui se passe à la fin d'une tendance baissière, c'est qu'on commence à avoir des rebonds comme ceci, avec une phase d'accumulation. C'est ce qu'on peut observer ici. Donc on est en tendance baissière, et puis on a des opérateurs qui commencent à acheter massivement, et donc on a toujours des vendeurs, mais en phase 2, on a des opérateurs qui commencent à accumuler des positions, puisqu'en fait, ils essayent d'acheter des entreprises éventuellement à bon prix en tendance baissière. Et donc, on a cette phase d'accumulation, comme ici, et puis on a une phase d'imitation. Donc, on peut imaginer ici une phase d'accumulation, et puis ici, on passe en phase d'imitation, c'est-à-dire que on a une imitation entre les différents opérateurs, c'est-à-dire que la tendance redevient haussière, clairement haussière pour tout le monde, et donc on a une imitation des opérateurs qui imitent ceux qui ont accumulé. Et donc le marché se remet en tendance haussière, et donc le fait que tout le monde se remette à acheter le marché fait que ce marché augmente assez rapidement. Et puis une fois cette phase d'imitation terminée, comme ici, le marché commence à stagner et on a de nouveau une phase de distribution, c'est-à-dire que les opérateurs qui ont accumulé des positions en bas et éventuellement continué d'accumuler des positions dans la hausse commencent à distribuer leurs positions, leurs titres, en tout cas vendent leurs titres à ceux qui naïvement pensent que le marché va continuer de monter. Et donc cette phase de distribution précède la phase qui va venir et qui est donc une phase d'imitation, c'est-à-dire que le marché repasse en tendance baissière et donc on a des opérateurs qui imitent les autres opérateurs, c'est-à-dire qu'ils vendent également leurs titres, et donc on est de nouveau en tendance baissière affirmée. Et puis une fois que le marché a suffisamment baissé, on a à nouveau des opérateurs qui rentrent et donc qui commencent à accumuler des titres et donc à construire leur position, éventuellement à construire leur position à long terme. Et donc on a cette phase d'accumulation et puis le marché repart en tendance haussière avec de nouveau une phase d'imitation. Et ça, c'est donc le troisième principe de la théorie de Dow qui veut que les tendances de long terme ont 3 phases.
Alors le quatrième principe de la théorie de Dow veut que les deux indices américains, donc le Dow Jones Industrial Average d'un côté et le Dow Jones Transportation de l'autre, doivent confirmer leur tendance commune. Alors je vous ai mis ici un graphique de ces deux indices, donc le Dow Jones Industrial Average ici en chandelier japonais et le Dow Jones Transportation, donc celui-ci ici en violet, en rose violet. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai superposé les deux graphiques juste pour vous montrer rapidement deux exemples. Ici, on a un Dow Jones Industrial Average qui continue à monter ici, donc on est en tendance haussière avec des points hauts de plus en plus hauts. Et on a ici un Dow Jones Transportation, donc l'autre indice, l'indice des transports américains, qui lui est en tendance baissière, donc on a une divergence entre les deux indices. Qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est qu'au niveau du Dow Jones Industrial Average, on a une correction, c'est-à-dire que la divergence est corrigée et on a un marché qui chute fortement ici. Deuxième exemple, donc ça c'était en mars 2020, février-mars 2020. On a un Dow Jones Industrial Average qui continue de monter avec des points hauts de plus en plus hauts ici. Et puis de l'autre côté, on a un Dow Jones Transportation qui fait des points hauts de plus en plus bas avec une très belle divergence ici. Donc divergence baissière au niveau de cet indice. Ce qu'il se passe ensuite, bien entendu, c'est une très forte correction de l'indice Dow Jones Industrial Average. Donc ça, c'est le quatrième principe de la théorie de Dow, c'est que les deux indices américains doivent confirmer leur tendance commune. Lorsque ce n'est pas le cas et qu'on a une belle divergence, généralement l'autre indice corrige. Alors c'est le cas également ici, c'est-à-dire que cette fois-ci c'est l'inverse, alors je ne vous l'ai pas mis ici, mais cette fois-ci c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on a un indice Dow Jones Industrial Average qui commence à baisser ici, alors qu'ici, vous voyez, on a un Dow Jones Transportation qui continue à faire des points hauts. Bien entendu, ce qui se passe après, c'est que l'indice Dow Jones Transportation corrige fortement, probablement plus fortement que l'indice Dow Jones Industrial Average. Donc lorsqu'on a une divergence très marquée entre ces deux indices, ça veut dire que les deux indices qui reflètent l'économie américaine, d'un côté les valeurs industrielles, en tout cas à l'origine les valeurs industrielles, et de l'autre les valeurs du transport, lorsqu'on a une très forte divergence entre ces deux indices, probablement que l'un des deux indices ne reflète pas la réalité du terrain et donc la réalité de l'économie, et qu'on peut avoir éventuellement une forte correction sur cet indice. Alors le sixième principe de la théorie de Dow, c'est que les volumes doivent évoluer dans le sens de la tendance afin de confirmer celle-ci. Alors ce que j'ai fait pour illustrer ce principe, c'est que je vous ai mis l'exemple, donc ici le graphique d'une entreprise qui s'appelle DocuSign et qui est cotée sur le Nasdaq aux États-Unis. Et donc cette société, donc DocuSign, a connu une tendance haussière extrêmement forte ici entre mars 2020, on va dire, et puis juillet 2020. Donc on voit ici que le cours de DocuSign monte très rapidement ici entre avril et juillet 2020, donc au moment des confinements. On voit surtout que cette hausse se fait dans des volumes en hausse. Si on prend ici les barres en vert ici, on voit que globalement on a une augmentation des volumes. Donc cette hausse est confirmée par les volumes, on n'a pas de divergence au niveau des volumes. Ensuite on a la présence de cette étoile filante en chandelier japonais. Donc déjà c'est une première alerte. Je vous rappelle que le point haut de l'étoile filante devient zone de résistance, au moins à court terme. On voit ici qu'on a une belle zone de résistance au milieu, une belle zone de résistance en haut. Globalement, toute cette zone fait office de zone de résistance. Pour autant, on a des acheteurs qui se présentent ici après cette correction. Et puis, on a une remontée des cours, alors que ce qu'on voit au niveau des volumes, c'est qu'on a une baisse des volumes lors de cette remontée des cours. Donc, lorsque les cours remontent alors que les volumes baissent fortement, comme ici, ça doit nous signaler que quelque chose potentiellement ne va pas et qu'en tout cas, le mouvement n'est pas tenable. Et donc ce qu'on voit ici, c'est que effectivement le mouvement n'est pas tenable. Pourquoi? Parce qu'on a un titre qui corrige complètement ensuite, puisqu'on passe ici d'un cours d'environ 250 $ à un cours de 130 $ en bas. Et donc ce que nous dit le cinquième principe de la théorie de Dow ici, c'est que lorsque les volumes ne confirment pas le sens de la tendance, alors il faut être extrêmement méfiant. Généralement, ça veut dire que le titre ou le marché va se retourner, potentiellement se retourner rapidement et brutalement. Enfin, le sixième et dernier principe de la théorie de Dow stipule qu'une tendance est considérée comme valide jusqu'à ce qu'un retournement soit définitivement signalé. Alors je vous en ai parlé au début et au milieu de cette vidéo. Un retournement est signalé dans un premier temps lorsque l'on vient faire un point bas ici qui est plus bas que l'ancien point bas qui est ici. Donc on a un point de neutralité ici, donc c'est-à-dire que lorsqu'on oscille entre ces deux points, on est en zone neutre globalement. Lorsqu'on casse cette zone, on est toujours en zone neutre. Pourquoi? Parce que le cours doit faire un plus bas par rapport à ce point qui est ici.
Et donc lorsque le marché revient en dessous de ce point, comme ici, ça veut dire que désormais le marché est en tendance baissière. Ça, c'est ce que nous dit la théorie de Dow. Et donc on va enchaîner avec des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas également. Donc pour conclure par rapport à ce sixième principe, un retournement de tendance haussière est confirmé lorsqu'on observe des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas, et le retournement d'une tendance baissière est confirmé lorsque l'on observe des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts également. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'est également tout pour cette playlist et donc pour cette série de 50 leçons d'analyse technique. J'espère que ces vidéos vous auront plu, j'espère qu'elles vous seront utiles. Bien entendu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. J'espère vous retrouver éventuellement sur d'autres playlists et je vous souhaite de très bons investissements. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci.